Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 19 septembre 2019, la fermeture du parc national des îles de la Madeleine jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de l'Environnement a annoncé la mesure conservatoire cet après-midi. Décision suite au naufrage qui a coûté la vie à 4 personnes lundi. Retraite politique, Landing Savané se projette déjà. Le leader de HPAD se dit prêt à passer le témoin aux plus jeunes. Par ailleurs, le débat autour du chef de l'opposition est un non-sens à ses yeux. Extrait de l'entretien exclusif qu'il a accordé au groupe E-Média dans ce journal. Le glas de la polémique autour du port du voile à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Les filles renvoyées ont retrouvé leur salle de classe respective ce jeudi. Bientôt, un nouvel organe de lutte contre la drogue, un parquet spécial antidrogue qui remplacerait l'OCRTIS. Ce serait dans le cadre d'une grande réforme au niveau des instruments de lutte contre les stupéfiants. Information Source A. 26 milliards de francs CFA, c'est le coût de l'équipement réceptionné par les sapeurs-pompiers ce matin. Le président de la République annonce la construction d'une trentaine de casernes à travers le Sénégal. Macky Sall a présidé la cérémonie ce matin. Décès de Ben Ali à l'âge de 83 ans, le tombeur de Habib Bourguiba a régné pendant 23 ans à la tête de la Tunisie. L'ancien président a rendu l'âme à Jeddah en Arabie Saoudite où il vivait en exil. Bienvenue à tous dans un instant, le développement de tous ces titres. Parc national des îles de la Madeleine, la traversée est suspendue jusqu'en nouvel ordre. Le ministre de l'Environnement l'a annoncé cet après-midi devant les journalistes, une mesure conservatoire suite au chavirement d'une pirogue qui a coûté la vie à 4 personnes. Séléman Diallo et Amagor Robert-Niang, compte rendu. 72 heures après le drame, la première mesure conservatoire vient de tomber. Face à la presse, le ministre de l'Environnement annonce la fermeture immédiate du parc national des îles de la Madeleine. À la suite de cet événement très douloureux qui a frappé la nation, à compter d'aujourd'hui, le site sera fermé aux visiteurs jusqu'à ce que des conditions soient réunies, des conditions de sécurité pour permettre à ceux qui veulent s'y rendre pour y aller dans d'excellentes conditions de sécurité. Sur l'état du moteur qui serait défaillant, le ministre de l'Environnement précise que l'engin était bel et bien neuf car il a été acquis seulement en janvier. Je dois vous annoncer que la pirogue en question, qui était partie chercher les touristes, avait un moteur neuf parce qu'acheté en janvier dernier. C'est un moteur de 40 chevaux que le ministère avait acheté et qui était utilisé bien entendu. Donc la question de l'alerte n'est plus une question d'actualité dans la mesure où la pirogue en question était pourvue d'un moteur fonctionnel. À côté de l'enquête judiciaire en cours, une enquête administrative est ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Au siège de son ministère, Abdou Karim Sall s'est incliné devant la mémoire des victimes et présenté ses condoléances aux familles éplorées. Donc du parc jusqu'à nouvel ordre. Une trentaine de nouvelles casernes de sapeurs-pompiers à travers le Sénégal. Le chef de l'État en annonce la construction imminente. C'était lors de la réception d'équipements destinés aux sapeurs-pompiers, un appui d'une valeur de 26 milliards de francs CFA. Le président Macky Sall a appelé par ailleurs au durcissement des sanctions pour lutter contre les accidents découlant d'infractions volontaires. Écoutez-le avec Cheikh Hassan Fall. Mesdames et messieurs, ce programme d'un montant de plus de 26 milliards de francs CFA est constitué de toute la panoplie de moyens nécessaires à nos vaillants soldats du feu, que je félicite grandement pour leur courage et leur professionnalisme. C'est dans cette lancée que
j'annonce la construction prochaine d'une trentaine de nouvelles casernes équipées afin de rendre ces unités nouvelles opérationnelles. En somme, mon ambition est de mettre à la disposition de nos concitoyens des unités de secours de proximité dotées de moyens adéquats et aptes à assurer leur mission de protection civile, de délivrance des secours et d'assistance aux personnes en détresse ou en danger. Il faudra donc qu'il y ait plus de sanctions par rapport à ces attitudes de défiance vis-à-vis des mesures de sécurité, mesures minimales, vis-à-vis du règlement, afin que des accidents bêtes ne nous arrivent pas tous les jours. Le débat autour du chef de l'opposition, un non-sens aux yeux de Landing Savané, le leader de AGPADS, dans l'entretien exclusif accordé au groupe E-Média, explique l'échec de la gauche au Sénégal par l'absence d'idéologie Savané, qui par ailleurs s'est dit prêt à passer le flambeau aux plus jeunes pour la poursuite de la lutte pour la démocratie au Sénégal. Ibrahim Kamara. Landing Savané fait référence à la Chine et d'autres expériences phares dans le monde pour décortiquer l'échec de la gauche sénégalaise qui a eu du mal à conquérir le pouvoir depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, les idéologies ont perdu du terrain, c'est cela la réalité. Et donc cela se reflète dans notre pays comme dans toutes les sociétés du monde. Des expériences phares ont échoué. Quand on regarde ce qui s'est passé en Union soviétique et comment ça a fini, bon, on peut comprendre cela. Même en Chine, qui est notre référence de base, il y a eu un pic à l'époque de Mao Tse-tung, le grand bond en avant, il y a eu la révolution culturelle qui a suscité des entretiens, mais après, il y a eu des problèmes. Le leader d'AGPADS authentique accepte l'alternance générationnelle. Il parle aussi de la gestion du pétrole au Sénégal. Pour ne pas retarder ma réponse, c'est oui. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui suis dans une logique. C'est la vie qui impose les alternances générationnelles. On a l'impression parfois à écouter les gens qu'ils croient qu'on doit donner l'alternance. Non, c'est la vie qui donne l'alternance générationnelle. Le dialogue national sur le statut du leader de l'opposition au Sénégal est un débat insensé, nous dit Landing Savané. Mais je ne crois pas en cette approche avec un leader de l'opposition. Parce que ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. Il faut des critères. Ils doivent être indiscutables. Et il n'y en a pas. Il n'y a pas de critères indiscutables. Non, il y a plusieurs types. Mais pour avoir un leader de l'opposition, est-ce que ça va être un leader parlementaire? Est-ce que ça va être par le nombre de voix? Est-ce que ça va être par d'autres mécanismes qu'on va le définir? Et si on le définit, mais il sera contesté. La JPADS s'apprête à rendre hommage à ces militants qui se sont toujours battus pour la cause démocratique et qui ne sont plus de ce monde. Entretien intégral que vous pouvez suivre demain dans Dakar Direct sur e-Radio. Vous aurez également l'occasion de le voir sur cette antenne. Tout est rentré dans l'ordre à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Les filles qui portent le voile ont pu regagner les salles de classe ce matin, comme prévu. Les parents étaient aussi au rendez-vous, le glas donc d'une polémique qui a tenu en haleine tout un pays. C'est un reportage de Sidi Niang et Youssouf Kanté. C'est ce qu'on appelle un dénouement heureux. Après des semaines de polémiques qui ont failli déchaîner les passions, la quiétude est revenue à Sainte-Jeanne d'Arc qui avait décidé de corser son règlement intérieur en bannissant le port du voile. Les 22 jeunes filles voilées qui en étaient victimes ont été finalement admises dans l'établissement. « 8 heures tapantes devant l'école, une responsable nous fait savoir que les élèves en question arrivent plutôt à 10 heures. Les foulards qui ont été commandés n'étant pas encore disponibles, comme prévu, les filles voilées se présentent une à une 2 heures plus tard. Sur les visages soulagés se lit un sentiment de satisfaction.
Dana est en seconde. Elle est contente de retrouver son établissement. Oui, je suis soulagée. Alhamdulillah. Oui. Et je reviendrai en cours cet après-midi. C'est bon pour l'instant. J'ai donné mon maximum pour essayer de me rattraper. Les parents d'élèves sont aussi satisfaits par la solution équilibrée qui a été trouvée. Nous sommes soulagés tout à fait que les enfants reprennent comme tout le monde, parce qu'ils sont comme tout le monde, comme tous les enfants. Donc ils doivent reprendre l'école comme tous les enfants. Maintenant que les choses sont faites et aujourd'hui on a trouvé un terrain d'entente où tout le monde est satisfait, vraiment nous sommes soulagés que nos filles reprennent, parce que ça a été très dur de se lever, de voir ses enfants à la maison qui vous demandent tout le temps « Papa, quand est-ce que je vais reprendre ?» Vous savez, c'est très... Et sachant que les gosses, au fur et à mesure que le temps file, le gosse est en retard, aujourd'hui nous nous sentons vraiment soulagés. Toutefois, tous les parents d'élèves ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait de ce qu'ils ont vu aujourd'hui? Ma fille en seconde. Ça reste une seule année ici. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Prochain, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont bloqué les filles, voilà. Après. Ça veut dire que si l'année prochaine ils acceptent pas, vous allez amener vos enfants ailleurs? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas enlever les foulages, en tout cas. Après plusieurs rebondissements, la situation a néanmoins été stabilisée à Sainte-Jeanne d'Arc. Il n'en reste pas moins que des parents demandent à l'État de rester vigilant pour qu'on ne vive plus ces situations qui font perdre beaucoup de temps et de salive. La protection des droits de l'enfant dans les médias. Un panel s'est penché sur la problématique. Les spécialistes ont plaidé pour l'introduction de modules sur les droits des enfants dans les écoles de journalisme. La faculté de droit de l'UCAD a abrité la rencontre. Cherkou Gueye et Amadou Bari, compte rendu. Le constat est amer, le traitement réservé aux enfants dans les médias n'est souvent pas reluisant. Devant ce parterre d'étudiants en journalisme, les différents conférenciers qui se sont succédés au pupitre sont revenus sur les principes liés à la protection des droits de l'enfant dans les médias. Les acteurs plaident pour l'introduction de modules sur les droits des enfants dans les programmes des écoles de formation en journalisme. L'objectif pour nous est de développer chez nos futurs journalistes des outils et réflexes. Nous souhaitons vivement que son exemple soit suivi par d'autres écoles du journalisme, afin que les questions relatives aux droits de l'enfant soient mieux traitées. Le sort des enfants a longtemps préoccupé la communauté internationale. Leur droit doit être l'affaire de tous, dit cet expert. L'initiative arrive au moment où nous célébrons le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, qui a été signée, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989, ratifié par le Sénégal en juillet de la même année. Ça vous donne déjà une idée de quand est-ce que la communauté internationale a commencé déjà à travailler sur cette problématique. Ce conférencier, lui, d'attirer l'attention sur un principe fondamental sur le droit de l'internaute, ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Quand on publie un contenu sur Internet, il reste sur Internet définitivement. L'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Lorsqu'une information n'est plus d'intérêt public, cette information-là, elle peut être supprimée. Mais si c'est sur Internet, il faudrait qu'il y ait une action de la part du propriétaire du site Internet. Ce spécialiste conseille aux parents d'éviter de publier de contenu de leur progéniture avant la majorité numérique qui est de 13 ans au Sénégal. Bientôt, un statut de société nationale pour l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Annonce du président de la République lors du Conseil des ministres, l'agence de presse sénégalaise, donc, qui traverse une crise financière depuis bien quelques années. Un ouf de soulagement, donc, aussi bien pour l'administration de l'agence que pour la rédaction. Augustin Mandang, Matarguer. L'information est tombée mercredi en Conseil des ministres. Du côté de l'administration et de la rédaction de l'APS, c'est une bouffée d'oxygène. L'APS vient d'atteindre la phase la plus avancée de son évolution donc au plan institutionnel. Et cela nous met face à de nouveaux défis. Donc il y a un double défi, un défi technologique et un défi en termes de moyens financiers. Et l'État a accepté le principe, donc en érigeant l'APS en société nationale, dotée de plus d'autonomie financière
et de plus de capacité de génération et de mobilisation de ressources. Le cadre dans lequel nous étions, à savoir établissement public à caractère industriel et commercial, ne nous permettait pas d'arriver pleinement à nos potentialités. Les autorités étant avisées dans le cas d'espèce ont imaginé avec nous que peut-être ce qui nous permettrait vraiment d'arriver à déployer notre potentialité en tant qu'agence, c'est de nous faire passer du statut d'EPIC à celui de société nationale. APS est un grossiste de l'information. Toute la presse nationale utilise leurs dépêches, sans contrepartie. Mais avec la nouvelle formule, en dehors des chapeaux et des nouvelles, il faudra mettre la main à la poche. Maintenant, la gratuité appartient au passé. Et face au nouveau défi, nous serons dans l'obligation de crypter donc l'accès à nos dépêches, parce que quand même il y a une utilisation abusive, je dirais même un pillage systématique de nos dépêches, et en retour nous n'en tirons pas grand-chose. Et maintenant on va crypter maintenant les informations. L'agence loge à la Maison de la Presse depuis 2013. Avec ce nouveau statut, avoir un siège fait partie du plan. Ça figure déjà dans le PSD, dans le programme stratégique de développement, donc un siège fonctionnel et adapté à cette évolution. Donc il faut, ça aussi, c'est une question d'image, voilà, à l'image des grandes agences. Les autorités sont disposées et on est en train de voir les critères, parce que le siège d'une agence aussi ne doit pas trop s'éloigner donc du centre des affaires, du centre administratif et de décision. Et on est en train de voir le modèle le plus approprié. Créée en 1959 sur ordonnance du président du Conseil de l'époque, Mamadou Dia, l'agence de presse sénégalaise a traversé beaucoup de crises financières. Avec ce changement de statut, l'agence va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Mais son destin est suspendu à l'adoption du projet de loi par l'Assemblée nationale. Une grande réforme en gestation pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic des stupéfiants au Sénégal. Information Source A qui annonce un parquet spécial qui remplacerait le CRETIS, un parquet spécial anti-drogue dont l'appréciation est déjà mitigée au Sénégal. Seleman Diallo, Babacar Touré. Ce parquet spécial anti-drogue viendrait à point nommé, surtout avec les récentes saisies au port qui ont frisé la tonne. Déjà, le nouvel attelage institutionnel dans la lutte contre le trafic des stupéfiants rencontre l'approbation de beaucoup. L'action va être rapportée au niveau de lui de manière beaucoup plus automatique, en temps réel, et avec un regard beaucoup plus précis de lui sur ce qui se passe. La drogue, c'est une spécialité dans la police judiciaire. Elle ne se traite pas en exclusion du procureur. Au terme de la loi, il reçoit rapport de toute l'action de police judiciaire, et c'est le destinataire de l'enquête judiciaire, de l'enquête de police judiciaire. Donc, il est très impliqué. À l'opposé, Maître Sali Mamadou Thiam estime que l'institution d'un parquet spécial ne peut pas faire reculer le trafic de la drogue dans le pays. L'avocat plaide pour une spécialisation sur toute la chaîne de la lutte, des enquêteurs aux juges d'instruction. Et je ne pense pas que ce soit simplement la mise en place d'un parquet spécial qui va régler le problème. Parce que la lutte contre la drogue, c'est plusieurs chaînes. C'est d'abord la protection de nos frontières, c'est d'abord nos enquêteurs, parce que le procureur, lui, il n'enquête pas. On a l'OCRTIS pour l'instant. Je pense qu'il y a lieu de renforcer les compétences de l'OCRTIS, leur donner des moyens qu'il faut. Et si on doit mettre un parquet spécial, il serait intéressant également de créer un pôle de juges d'instruction spécialisés. Parce que dans beaucoup de pays, parce que le Sénégal a tendance à s'inspirer de beaucoup de pays où il y a des parquets spéciaux, il y a des juges d'instruction spécialisés dans cette matière-là. Le Sénégal, s'il n'est pas une plaque tournante, n'est pas non plus loin du domaine de prédilection des trafiquants de drogue. En témoigne l'importante quantité de cocaïne saisie au port de Dakar. Une raison suffisante pour revoir notre stratégie de lutte contre le trafic des stupéfiants. L'association des retraités du groupe de veille affilié à l'IPRES exige la démission du directeur général de l'institution. Ses membres étaient devant la presse pour demander au conseil d'administration l'audition de Mamadou Simbeng. Mamadou Diop Fall est le porte-parole de l'association. Écoutez-le. L'institution se porte très mal, contrairement à ses allocations. Depuis un certain temps, au niveau des régions, nous commençons à constater
des retards de paiement. Inacceptable. En dehors de ça, il y a un budget extrêmement important alloué aux médicaments, mais que ce soit au centre médico-social de Dakar, que ce soit au niveau des instances régionales, on a même des difficultés d'avoir une boîte de paracétamol. On ne voit pas de médicaments. Des rendez-vous. Au niveau maintenant aussi des structures régionales, concernant le plan Sésame, nous sommes rejetés par l'ensemble des structures médicales des régions. C'est un redressement total de l'institution et ça ne peut pas se faire en présence de Mamadou Sy Mbengue. Il faut qu'il parte. Mamadou Racine Sy ne peut pas nous manipuler. Nous sommes des responsables. L'IPRES nous appartient. L'IPRES n'appartient pas à Mamadou Racine Sy. L'IPRES n'appartient pas à Mamadou Sy Mbengue. L'IPRES nous appartient. Si ça ne marche pas, on sort les griffes pour attaquer qui de droit. La promotion du tourisme culturel à Gorée, au cœur d'un programme de développement de l'île. Objectif, réhabiliter le patrimoine architectural, mais également professionnaliser l'accueil et la visite des sites historiques. Une modernisation du site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, accompagnée par les ministères de la Culture et du Tourisme. Les deux ministres de tutelle donc ont visité l'île ce jeudi matin. Moustapha Gabar Diop et Mafal Fall ont traversé. Gorée, un lieu incontournable pour la destination Sénégal. D'ailleurs, 2/3 des touristes qui viennent au Sénégal s'y rendent. C'est donc sans surprise que la Maison des Esclaves, l'édifice le plus emblématique de ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, subit actuellement une réhabilitation. Le projet de revitalisation va consister essentiellement en la réhabilitation de la Maison des Esclaves à l'identique, afin de lui redonner donc ce cachet de l'époque, mais également la maison qui fait face à la Maison des Esclaves, qui porte le nom de Victoria Albis, du nom de la Signare, est en train d'être réhabilitée pour devenir à terme, évidemment, le centre d'excellence, un centre international de documentation et d'interprétation de la traite négrière relié à la Maison des Esclaves. Les bureaux vont s'y retrouver, mais également les nouvelles expositions que nous sommes en train de construire. Des travaux que les ministres de la Culture et du Tourisme ont visités ce lundi. Une visite dans le cadre du partenariat qui lie les deux ministères pour promouvoir davantage le tourisme culturel sur l'île. Et il était important de partir de Gorée pour pouvoir créer une nouvelle forme de tourisme qui attire beaucoup plus de monde. Et si Gorée est améliorée pour pouvoir accueillir plus de monde, ça aura un impact sur le chiffre des visiteurs qui viennent dans tout le Sénégal. De la même manière que si des bonnes pratiques sont développées ici et que ça marche, on pourra les dupliquer dans les autres sites historiques et touristiques du Sénégal. Le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme entendent mutualiser leurs efforts afin d'exploiter l'énorme potentiel du tourisme pour promouvoir un développement économique au service des populations. Au lieu de travailler de manière parcellaire, mais pouvoir mutualiser ensemble et avoir des réflexions plus approfondies. Je crois qu'aujourd'hui, il est important, vous le savez bien, le coût des réhabilitations. Ça coûte cher d'entretenir, de réhabiliter, pour qu'au finish, on parvienne à créer un circuit touristique digne de son nom. Il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on s'imagine un peu sur les modèles de financement de ces réhabilitations. Il reste entendu qu'un seul ministère ne peut pas le faire. La diversification de notre offre touristique également, aujourd'hui, une nécessité. Il est vrai, on a beaucoup travaillé sur le balnéaire, mais l'offre culturelle, l'offre historique est une dimension dans laquelle naturellement notre pays va se positionner. Tous les ans, 500 à 600 000 touristes visitent l'île de Gorée. Avec les travaux en cours, l'objectif est d'arriver à 2 millions de visiteurs. Le président tunisien déchu Zine El Abidine Ben Ali est décédé ce jeudi à Jeddah. Il avait 83 ans. Ben Ali était en exil en Arabie Saoudite depuis la révolution de 2011. Ben Ali qui a dirigé la Tunisie de 1987 à 2011. Au Tchad, le président Déby pour des législatives d'ici à janvier 2020, au moment où la CENI déclare ne pas pouvoir les organiser faute de moyens. Et puis au Japon, les victimes de l'accident nucléaire de Fukushima réclament toujours justice. Cheikh Hassan Fall.
Le président tunisien déchu Zine El Abidine Ben Ali est décédé ce jeudi en Arabie Saoudite où il vivait en exil depuis la révolution de 2011, a indiqué le ministère tunisien des Affaires étrangères. Après plus de 2 décennies au pouvoir, Ben Ali avait été renversé début 2011 par un mouvement populaire, point de départ du printemps arabe. Il avait fui la Tunisie le 14 janvier 2011 vers Jeddah en Arabie Saoudite où il vivait depuis en exil avec sa famille. Des rumeurs sur sa mort ont circulé à plusieurs reprises ces dernières années. En 2018, à l'issue de procès par contumace pour homicide volontaire, abus de pouvoir ou encore détournement de fonds, il avait été condamné par contumace à de multiples peines de prison, dont plusieurs à perpétuité. Celui que les Tunisiens surnommaient Ben Ali est mort à 83 ans après avoir régné sur la Tunisie de 1987 à 2011. Au Tchad, le président Déby veut des législatives d'ici. Les victimes de l'accident nucléaire de Fukushima au Japon n'obtiennent toujours pas justice. 3 dirigeants de TEPCO, l'opérateur de la centrale, ont été relaxés par le tribunal de Tokyo. Poursuivis pour négligence ayant entraîné la mort, ils risquaient des peines de prison ferme. Les juges ont estimé qu'ils ne pouvaient pas être tenus responsables des graves conséquences du pire accident nucléaire dans le monde après Tchernobyl en Ukraine. Accident survenu le 11 mars 2011 sur la côte du Pacifique. Une commission d'enquête avait pourtant conclu auparavant que cette catastrophe avait été créée par l'homme qui n'avait su ni la prévenir ni la maîtriser. Au cours du procès, rappelle la presse japonaise, les procureurs ont d'ailleurs souligné que les responsables de TEPCO auraient dû suspendre l'activité de la centrale nucléaire en attendant de mettre en place des constructions anti-tsunami comme indique notamment. C'est un séisme d'une magnitude de 9 sur l'échelle ouverte de Richter qui avait entraîné l'énorme raz-de-marée causant la mort de 18 500 personnes. Cheikh Hassan Fall, merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition. À 23h, vous retrouvez Soledia Rumpa dans Jukip Ribari. 20h30, Kanforé avec l'imam Sissé. Et puis, Maes Davis nous inspire ce soir avec le professeur Elad Songue Diouf. Ce sera juste après hier, tout de suite avec Sophie Abba. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir et restez sur ITV.